Et de 3, c'est la troisième audience du tribunal de l'actualité cette semaine. Une audience qui aborde la lecture de l'unité d'action syndicale sur la situation nationale. L'UAS actionne à cet effet une nouvelle plateforme revendicative. Et pour juger de cette actualité, nous avons convoqué à cette audience Guy-Olivier Ouedraogo. Il est secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, mais il représente ici l'unité d'action syndicale. Bonjour Guy-Olivier Ouedraogo et merci d'honorer notre convocation. Oui, bonjour. Bonjour à Seitenga, bonjour à Dori, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous nous regardez sur Tri TV et nous écoutez en simultané sur Radio Watt FM 100.7 en modulation de fréquence. C'est le tribunal de l'actualité et qui dit tribunal dit juge. Bonjour juge Bougma. Bonjour président Toumongui, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, messieurs. Président, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes. Deux juges siègent donc pour cette audience du tribunal de l'actualité que je préside pour vous. Je m'appelle Serge Mathias Tomodi et je convoque à présent les avant-propos de ce matin. Juge Bougma, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin? Quel est votre avant-propos? Mon avant-propos va concerner la sortie du Premier ministre qui interpelle les différents présidents d'institutions, les ministres, par rapport à la pause déjeuner lors des travaux. Effectivement, c'est dans la logique de la rationalisation des dépenses au sommet de l'État, donc dans les institutions, dans les organismes étatiques. Mais maintenant, mes inquiétudes, c'est par rapport à comment est-ce qu'on fait. Voyez-vous, une délégation ministérielle qui est en covoiturage avec un mini-car pour Manga, pour un atelier ou un séminaire, je ne sais pas moi. Alors, vous dites à l'intérieur, il n'y aura plus de pause déjeuner parce que dans les frais d'émission, ça prend en compte cela. Très bien. Sauf que si vous partez en groupe, et que vous logez vous travaillez dans un endroit et chacun doit se débrouiller à la pause, il y a deux formules. Parce que la pause déjeuner, il y a une pause déjeuner qui prend fin avec la fin des travaux. Par moment, à 14h en général, 13h30, 14h, vous avez fini les travaux, vous restaurez, puis chacun rentre chez lui pour se reposer. Et le lendemain encore, vous reprenez. Mais il y a des moments où vous arrivez jusqu'à 16h par moment. Donc, il faut naturellement une pause déjeuner à un moment donné. Chacun part se restaurer puis revenir. On aura du retard, beaucoup de retard sur le retour. Donc de déperdition sur le travail. Parce que quand c'est comme ça, chacun va faire le choix d'aller manger où il veut. Donc prendre les dispositions efficaces, comment on fait pour que ça puisse marcher. Je pense que c'est beaucoup plus là la question. À moins d'inclure, dans les frais d'émission, comme il y aura la pause déjeuner, on soustrait ça et puis on ajoute une rubrique frais de déjeuner. En ce moment, vous n'aurez pas l'intégralité des frais d'émission pour pouvoir l'intégrer. Mais si vous allez l'intégrer dans les frais d'émission et puis dire que comme c'est servi, les uns et les autres ne pourront pas, doivent se débrouiller pour aller se restaurer après, la difficulté, la question de l'efficacité, il y a un risque que ça ne marche pas pour avoir participé à certaines sorties hors de Ouaga et regarder comment les choses se font. Moi, c'est un souci d'efficacité. Comment est-ce que on s'en sort? Chacun vient avec son kit ou bien mange à l'hôtel quand on fait que dans certains hôtels, les coûts de repas sont élevés, alors que nos frais d'émission n'ont pas évolué au niveau du Burkina Faso. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État burkinabé, je regarde ce que certains perçoivent lors des missions, c'est véritablement pas grand-chose. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il y a le souci d'efficacité par rapport à ça. C'est sûr, je suis d'accord qu'il faut rationaliser. Encore que ça sonne comme des gens également qui se sont augmentés leur salaire compte tenu de l'inflation, du coût de la vie. Et les autres n'ont pas eu leur salaire augmenté et comptent sur ces frais d'émission pour la rallonge. Est-ce que qui de droit est mieux placé pour dire rationalisons? C'est ça aussi la question. Donc, elle est pertinente, mais ça vient de qui? Et en termes d'efficacité, comment est-ce que cela pourrait être réglé? Mais je pense qu'avec suffisamment d'intelligence, on peut trouver une meilleure formule pour que ça puisse... Sinon, si c'est la même formule qui va continuer, on vous sert les frais d'émission, on vous dit, comme vous devez vous restaurer, vous n'avez plus droit à 12h00, les gens vont dire, bon, écoutez, nous, on va aller manger, puis revenir et prendre à 13h, même si on finit à 14h. Et s'ils partent,
sortir. C'est pas évident qu'ils Non, c'est pas reviennent. évident de les revoir dans 1 heure ou 1h30, surtout dans certaines villes où les restaurants ne sont pas sur place. Donc, c'est beaucoup plus mon inquiétude, quoi. Je pense qu'on peut trouver une meilleure formule. Mais dit d'arrêter comme ça, je crains par rapport à un souci d'efficacité. Donc il faut travailler à l'efficacité de la formule et avancer sur cette question pour rationaliser également les dépenses parce que c'est important. Alors, juge Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. Je voudrais féliciter nos forces de défense et de sécurité. Il nous revient, selon le bulletin d'information fourni par nos forces armées, qu'un travail formidable a été mené du côté des Banwa et du côté du Soum, où des terroristes ont été neutralisés et des bases terroristes démantelées. C'est de bonnes nouvelles qui n'arrivent pas tout le temps, surtout en ces dernières semaines-là. Et donc, c'est une occasion pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont abattu ce formidable travail-là et insister justement sur le fait que ma conviction, c'est que cette titre terroriste n'est pas au-dessus des moyens des Burkinabés, n'est pas au-dessus de l'intelligence collective des Burkinabés, pourvu que les différents acteurs mettent plus de sincérité, s'organisent davantage et se soudent afin que donc on puisse venir à bout de ce terrorisme-là. Il faut venir à bout du terrorisme et les forces de défense et de sécurité font un travail remarquable. Quand il y a des succès, il faut très bien les souligner. C'était la séquence avant-propos de cette audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et True TV. Ici, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres et cette troisième audience, je vous le disais tout à l'heure, cette troisième audience de la semaine reçoit pour vous Guy-Olivier Ouedraogo. Il est représentant de l'UAS, c'est l'unité d'action syndicale. J'invite maintenant les juges à l'interroger brièvement sur des généralités. Oui, juge Bougouin. Alors, question de généralité. Aujourd'hui, vous avez un de vos anciens compagnons qui était par moment président du mois des centrales syndicales, qui est ministre de la fonction publique. Quelle appréciation faites-vous de son entrée dans un tel gouvernement, même si vous n'êtes pas de la même entité syndicale? Vous êtes de la CSB, lui il est de la CGTB. Bon, je n'ai pas eu de grande appréciation à faire là-dessus. Monsieur Bazier Bassorma a été entre-temps secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, la CGTB. À ce titre, il a assumé comme tout secrétaire général de Centrale le rôle de président de mois à une certaine période, ça dure 4 mois. Et donc, tous les 2 ans, tu passes 4 mois comme président de mois. Maintenant, il est un citoyen comme tout le monde. Il n'est plus secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Et il a accepté d'aller au gouvernement. Bon, comme tout citoyen, il est libre s'il se sent capable d'apporter un plus. Et c'est en toute liberté. Lui seul sait quelles sont ses motivations réelles qui l'ont amené à accepter. Donc, je n'ai pas d'opinion apparemment à donner là-dessus. D'accord. Oui, juge. Oui, mais pour vous, est-ce un atout d'avoir un de vos anciens membres aujourd'hui ministre de la fonction publique pour dialoguer ou est-ce plutôt une faiblesse, d'autant que certains estiment qu'il a trahi le monde syndical? C'est ce qu'on entend souvent. Pour nous, c'est ni un atout ni une faiblesse. Parce que tout simplement, nous avons nos plateformes, nous avons nos stratégies pour faire avancer les choses. Et quel que soit le ministre que nous avons en face, eh bien, nous allons faire le travail pour lequel nous avons été élus et que nos camarades nous font confiance. Donc, pour nous, qu'il était avec nous, qu'il n'était pas avec nous, c'est pas ça l'essentiel. C'est comment effectivement nous posons les problèmes des travailleurs et les stratégies que nous développons pour les défendre, c'est ce qui donne fruit. Si vous voyez présentement le Code du travail qui est bientôt sur la table de l'ALT, ça a été un long processus qui a commencé pratiquement depuis 2016 où nous avons acquis le principe. Nous avons fait des travaux en 2017, en 2020 et autres jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Mais nous nous sommes appuyés beaucoup pour faire évoluer ce Code du travail sur les conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, que nous maîtrisons parce que nous participons aux conférences et que nous votons ces conventions. Donc c'est vous dire qu'il y a un gros travail qui est fait et qui amène à ce que nous ayons des résultats pour nos militants et cela n'a rien à voir avec qui est ministre et qui ne l'est pas.
Et c'est le contenu actuel d'ailleurs de ce code du travail qui est dans les tuyaux au niveau de la LT. Est-ce que le contenu vous satisfait? Sur la genèse, il faudrait savoir qu'en 2017, nous avons travaillé avec le patronat, le gouvernement et la participation du BIT à Abidjan. Et nous sommes sortis avec 41 points de non-consensus. Et après cela, en 2019, le patronat nous a invités à des concertations paritaires entre eux et nous qui se sont déroulées en 2020. Nous sommes arrivés pratiquement à 9-10 points de non-consensus parce qu'on s'est beaucoup entendu. Et après cela, les techniciens du ministère ont fait un travail et ils ont envoyé ce document au niveau de la commission consultative du travail où nous siégeons aussi. Donc un travail a été fait à ce niveau avec le patronat et avec le gouvernement. Et à partir de là, il y avait certains points de non-consensus qui existaient. Et le Code du travail, c'est avant tout une loi qui doit régir les relations professionnelles dans notre pays et le gouvernement a son mot à dire. Donc on s'attendait effectivement à ce que le gouvernement se prononce sur ces différents points. En tout cas, l'avant-dernière nouvelle qu'on a eue, et à l'époque, c'était que le Code du travail était au niveau de l'Assemblée nationale lors de la session budgétaire qui s'est tenue en 2021. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'examiner et l'avaient renvoyé au premier trimestre de l'année 2022. Chacun sait ce qui s'est passé. Mais après cela, nous n'avons plus eu de nouvelles jusqu'au dernier moment où le ministre Bassolma nous a invités à une rencontre avec le patronat. Il y avait le Coteval, il y avait le Conseil supérieur de la magistrature et autres, pour nous faire savoir que bon, il allait nous présenter le document et l'amener en Conseil de ministres. Nous n'avions pas le document. Nous avons demandé à ce qu'on nous remette le document pour que nous allions voir l'unité d'action syndicale puisque nous puissions regarder. Nous n'avons pas eu le document et le document est parti en Conseil des ministres et du Conseil des ministres présentement ça part à la LT. Donc la dernière mouture, nous ne savons réellement pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les évolutions en tout cas qui sont sorties de nos discussions à nous, nous le savons. Donc cette précision est importante. Donc vous n'avez pas pour le moment idée de ce qu'il y a comme contenu? Non, nous avons, sur ce qui est consensuel, nous savons, mais ce qui était non consensuel et qu'on attendait le gouvernement de se prononcer dessus, ça nous ne savons pas. Quelle réponse le gouvernement a donnée à ces points? Nous ne le savons pas. D'accord. J'ai une autre question de généralité sur le Haut Conseil du dialogue social. L'on sait qu'à la création de ce Haut Conseil du dialogue social, M. Bazé d'ailleurs avait dit que c'était une institution inutile et budgétivore, ce qui n'avait pas manqué de corriger certains, compte tenu du fait que les centrales syndicales, y compris la CGTB d'ailleurs, avaient pris part aux travaux pour la mise en place de ce Haut Conseil du dialogue social en étant par moment rapporteur. Alors, il a rendu visite au Conseil du dialogue social. Est-ce qu'il est dans la logique de supprimer compte tenu du fait qu'il disait que c'est inutile et budgétivore, ou bien ça va rester en l'état après la visite qu'il a eue là-bas? Bien, je suis mal à l'aise pour répondre à cette question. Pourquoi parce que je ne suis pas venu au nom du Haut Conseil du dialogue social, bien que je sois président. Oui, je suis d'accord. Cette institution, mais tout ce que je peux dire, c'est que le Haut Conseil du dialogue social, c'est un décret présidentiel qu'il a créé. Donc je crois aussi que s'il y a suppression, la suppression viendra de là-bas, mais pas d'un ministre. Ça déjà, il y a un problème. Donc ce n'est pas un ministre qui a signé un décret pour mettre en place le Haut Conseil du dialogue social. Donc si le Haut Conseil du dialogue social ne devrait pas exister, ça ne viendra pas d'un ministre. Mais s'il n'existe pas aussi, c'est ce que je dis, c'est dommage. Parce qu'au-delà de ça, ce sont les engagements internationaux du Burkina Faso auprès de l'Organisation internationale du travail et surtout l'acte additionnel de l'UEMOA qui a mis en place le Haut Conseil du dialogue social. Et c'est dommage parce qu'on en a besoin dans notre pays en matière de relations professionnelles. C'est extrêmement important parce que si vous ne pratiquez pas, si vous n'utilisez pas le dialogue social, qu'est-ce que vous allez utiliser à la place dans les relations professionnelles? Les machettes ou des loubards pour régler des problèmes en cas de cas? Je ne sais pas. Voilà, je crois que tout le monde aujourd'hui, y compris le ministre, si vous l'écoutez, il ne parle que de dialogue social.
Donc voilà, c'est tout simplement une institution qui a été mise en place pour implémenter la culture. Parce que toute chose, effectivement, a sa manière dont on doit faire les choses. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Le spontanéisme, généralement, ne paie pas. Voilà, c'est tout simplement, l'institution n'a que ce rôle-là, c'est tout. Et c'est sûr et certain que s'il remplit ce rôle, eh bien, soit il évoluera, soit il ne sera plus, voilà, nécessaire. Quand vous allez dans des pays où le dialogue social est bien installé, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, est-ce qu'on a besoin encore d'une institution? La culture est là. Malheureusement, nous avons une culture française qui est tout à fait autre et qui aujourd'hui, regardez la France, sans ses colonies, elle allait être un pays en voie de sous-développement peut-être. Voilà, donc le dialogue social est extrêmement important. Le dialogue social est extrêmement important, nous dit notre convoqué de ce jour. Il s'appelle Guy-Olivier Ouedraogo. Il est secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, mais il est sur notre plateau comme représentant de l'unité d'action syndicale. Nous parlons du regard de l'UAS justement sur la situation nationale en Assemblée générale le 17 septembre dernier à Ouagadougou. L'unité d'action syndicale annonce une nouvelle plateforme revendicative au regard de la situation nationale marquée par les crises sécuritaires et humanitaires, la vie chère, les atteintes aux libertés individuelles et collectives. Alors dites-nous, M. Ouedraogo, pour commencer, une nouvelle plateforme revendicative, n'est-ce pas en rajouter au stress sociopolitique actuel? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que ça s'inspire du vécu des travailleurs, du vécu de notre peuple, qui veut aller de l'avant, qui veut avoir des améliorations de ses conditions de vie, et c'est tout à fait légitime. Ce n'est contraire nullement à quoi que ce soit. Cette plateforme, si vous la regardez, nous avons la question de la sécurité, nous avons la question de la vie chère, ce sont des réalités, et nous avons la question des libertés. Qu'est-ce qui est vraiment, il y a de plus que ce que les Burkinabés demandent? C'est ce qu'ils demandent tous les jours que nous avons traduit dans cette plateforme de lutte. Vous l'avez actualisé donc votre plateforme en tenant compte de la situation actuelle du pays? Non, nous n'avons pas actualisé notre plateforme. Nous avons une plateforme qui a été déposée le 1er mai parce que nous avions dit nous n'allons pas déposer un cahier de doléances en bonne et due forme. Nous avons fait une plateforme minimale que nous avons déposée le 1er mai. Il faut se dire que l'évolution de la situation aujourd'hui nous commandait de repenser rapidement certaines des revendications et de pouvoir effectivement les faire aboutir le plus rapidement possible. Quand nous déposions notre plateforme revendicative le 1er mai, vous savez très bien que l'inflation n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, vous voyez bien l'inflation. Vous voyez bien le prix des hydrocarbures. Donc, et cela ne fait que asphyxier les populations économiquement. Il est très urgent qu'il y ait des avancées en la matière. Donc voilà pourquoi nous avons élaboré cette plateforme de lutte. C'est une plateforme de lutte, mes chers juges, qui est bâtie en 20 points, répartie en 3 groupes qui intègrent notamment la sécurité des populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire, la vie chère, le respect de l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales, ainsi que la promotion du travail décent. Juge Bougman? Oui, c'est également c'est une sortie qui, d'un point de vue, n'étonne pas, compte tenu de l'inflation et des conditions de vie difficiles des travailleurs, avec les réalités, je dis bien, actuelles. Le carburant a flambé, les fournitures aujourd'hui c'est devenu cher, donc la classe syndicale puisse sortir pour effectivement se faire entendre. Je dis, c'est pas une surprise, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, il y a des revendications qui sont sur la table. Bon, vous l'avez dit, c'est maintenant. Ils disent non, ce n'est pas maintenant, mais ça a été réajusté en fonction de l'actualité. L'actualité, c'est l'inflation et puis c'est le coût de la vie. Sans oublier que vous aviez d'autres doléances sur la table qui ne sont pas des doléances périssables. La question de l'UITS, qui a été une longue bagarre jusqu'à ce que ce soit calé. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même ajusté à la dimension des réalités du moment, M. Ouedraogo. Oui, ajusté à la dimension des réalités du moment, mais quand vous prenez, c'est des luttes continues. Hein? C'est des luttes continues. La question de la vie chère a toujours été dans nos plateformes. La question des libertés a toujours été dans nos plateformes.
c'est la question de la sécurité qui s'est invitée à un certain temps de cela, mais tout au long de la vie syndicale, et il faut se dire que ces questions de liberté et ces questions d'amélioration des conditions de vie et de travail, c'est quelque chose qui est pratiquement constant, parce que les salaires courent après les prix. C'est pas les prix qui... Voilà. Donc, vous voyez que c'est ainsi fait. Voilà, la vie chère a toujours été une réalité. Mais, effectivement, je reconnais avec vous que présentement, ça a pris des dimensions énormes. 15 à 20% d'inflation. Nous sommes le pays où l'inflation est le plus élevée dans la zone UMOA, même CEDEAO. Donc, il faut faire quelque chose. Oui, juge Ouédraogo. Il faut faire quelque chose, et justement, en plus du fait que il y a l'inflation, on a assisté à l'augmentation des salaires, aussi bien des membres du gouvernement, du président, et du côté de l'ALT, on a découvert par la suite qu'en dehors des émoluments, ils sont servis à 2 millions chaque trimestre. On n'a pas suffisamment entendu l'UAS sur ces questions-là, même si on a vu une déclaration dans laquelle vous aviez pointé du doigt ces éléments-là. Autrefois, on vous entendait beaucoup plus sur ces questions-là qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez que nous ne faisons pas un passant le peuple. Chacun sait les conditions dans lesquelles était notre pays et les conditions dans lesquelles est intervenu le coup d'État, avec la promesse de ramener la sécurité au niveau de notre pays. Il faut se dire qu'à ce niveau, les populations attendaient, et c'est ce qui a amené les uns et les autres à tolérer le coup d'État. Donc, dans un premier temps, si nous donnions de la voix, nous serions compris. Et il fallait quand même se donner le temps de bien observer, d'avoir les preuves justement dont vous êtes en train de parler, pour dire voilà ce que nous devons faire et autres. Donc c'est pas que nous n'avons pas eu notre appréciation là-dessus. Comme vous l'avez dit, nous avons fait des déclarations et autres. Nous avons condamné. Et vraiment, je pense que c'est une des mauvaises choses qu'a eu à faire le MPSR étant au pouvoir. Parce que quand nous avons écouté tout le réquisitoire qui a été fait par le président lors de son adresse à la population le 5 septembre, et on est les premiers à se servir, je me demande comment on restaure des valeurs quand on est le premier à se servir. Donc vraiment, nous l'avons dénoncé, nous continuerons à le dénoncer, et c'est indécent. Et s'il y a inflation, il y a inflation pour tout le monde. Nous nous asseyons ensemble et nous voyons ce qu'il faut faire. Car la question cruciale dans ce pays restera toujours la question de la répartition de la richesse. Nous l'avons dit et beaucoup l'ont dit avant nous. Les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Oui. Les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Et il faut qu'on évite que les uns mangent et que les autres regardent, M. Ouédraogo. Bien sûr. Dans votre Assemblée générale, vous avez donc sérié vos revendications. Il y a la grosse question du SMIC que vous souhaitez faire passer à 60 000 francs CFA. Il est aujourd'hui fixé à 30 684 francs CFA, si je ne m'abuse. Vous demandez aussi de revenir aux anciens prix des hydrocarbures en engageant un examen sérieux. Il faut ajouter à cela le fait que vous réclamez qu'il faut doter à temps les paysans d'intrants de qualité en quantité suffisante et à des prix accessibles pour l'ensemble des spéculations. Alors, sur cette question et sur la question du SMIC, où en sont vos négociations? Vous avez dit que vous ne savez pas ce que contient justement ce code du travail rénové qui va passer à l'ALT. Peut-être que vous pouvez nous dire au moins, de votre point de vue, pourquoi vous pensez à 60 000 francs et quels moyens vous avez de faire passer le SMIC de 30 000 à 60 000, ça fait du simple au double. Bien, mais ça devrait étonner personne. Il y a du simple au double qui s'est passé.
pour les ministres, je ne sais pas pourquoi ça ne vous a pas... Non, on en a parlé. Donc, c'est pas que ça ne nous étonne pas. Le simple ou double dans ce pays, on est quand même habitué à cela. Ça ne doit gêner personne. Maintenant, plus sérieusement, ce que je voudrais dire, le SMIC a été fixé en 2008. Regardez en 2008 jusqu'en 2022, ça fait pratiquement 14 ans. Et si vous suivez l'inflation et autres, vous allez vous rendre compte que pratiquement ce que coûtait un bien de consommation en 2008, aujourd'hui son prix a presque doublé. Aussi simple que ça. Donc pour nous sommes arrivés à faire effectivement des petites simulations et nous nous sommes dit qu'à 60 000 francs aujourd'hui, le SMIC permettra effectivement aux travailleurs qui en bénéficient d'avoir une vie à peu près décente. Voilà, vous prenez par exemple la ville de Ouara. Bon, un travailleur qui est là, avec femme et enfants, même s'il se coince et il rentre dans un célibatorium de 15 000 et il doit l'eau, l'électricité, il doit s'endetter pour prendre une moto et autre pour rouler, aller au travail. Il doit aussi mettre de l'essence dans cette moto. Il doit nourrir la famille. Vous vous rendez compte? Ça se voit à l'œil nu que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, dit ça peut pas fonctionner. Notre enquête. Donc les 60 000, nous pensons que c'est un minimum. Et pour nous, nous sommes prêts à nous battre pour ça. Oui. Et comment le patronat, justement, a accueilli cette nouvelle du simple double? Est-ce qu'ils sont favorables ou sinon, quels sont les arguments qu'ils vous opposent pour ne pas... Nous n'avons pas adressé notre doléance au patronat. Nous avons adressé notre doléance au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui fixe le SMIC. Maintenant, il peut consulter le patronat. Ça, c'est le problème du gouvernement. Maintenant, nous, c'est le gouvernement, notre interlocuteur en matière de SMIC. Le gouvernement doit veiller à ce que les conditions de vie des travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, s'améliorent. Ça aussi, c'est écrit dans la Constitution. Donc, c'est au gouvernement de relever le SMIC. Oui, maintenant, si le gouvernement est en concertation avec le patronat, il n'y a aucun problème. Nous ne leur défendons pas cela. Mais c'est de leur responsabilité d'augmenter le SMIC. Oui, tenant compte de la réalité au niveau du Burkina Faso, la réalité de la vie. Vous avez discuté avec le Coteval, avec le gouvernement, mais aussi avec le patronat. Ici, l'idée pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que le patronat pense de votre revendication. Non, nous n'avons jamais discuté avec le patronat ni le Coteval concernant le SMIC. Ce dont j'ai parlé, je parlais du Code du travail. Mais là aussi, nous n'avons jamais discuté avec le Coteval et autres. J'ai dit qu'il y a eu une réunion à laquelle nous a convié le ministre de la fonction publique, où était présent le Coteval et puis le Conseil supérieur de la magistrature et autres. Ça n'avait rien à voir vraiment avec le SMIC. Pour le SMIC, nous avons discuté avec le gouvernement. En son temps, le professeur Séni, qui était ministre de la fonction publique, nous lui avons dit que c'est de leur responsabilité d'augmenter le SMIC. Donc nous n'avons pas eu de discussion ni avec le patronat, ni avec qui que ce soit concernant le SMIC. C'est le gouvernement, notre interlocuteur. Mais est-ce que le gouvernement est prêt à augmenter le SMIC à hauteur de 60 000 francs CFA? Bon, là c'est une question qui revient au gouvernement. Et quand vous avez eu les discussions avec le gouvernement, est-ce qu'ils étaient dans les dispositions pour arriver à ce simple objectif? Non, nous n'avons pas eu des discussions avec le gouvernement à proprement dit. Le ministre Séni nous avait convoqué à l'époque avec le patronat pour qu'on engage des discussions autour du SMIC. Nous avons dit au ministre Séni, vous vous trompez. Parce que pour nous, ce n'est pas à nous d'engager des discussions avec le patronat autour du SMIC. Nous nous adressons à vous pour que vous augmentiez le SMIC. Voilà un point, un trait. Donc, à l'époque, nous avons quitté pratiquement la table. Et c'est après cela que le ministre Séni nous a envoyé des simulations faites par l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie, sur une éventuelle augmentation du SMIC.
Et ces simulations disaient à la fin que bon, c'est pas bien affiné et qu'il fallait qu'on leur donne du temps pour mieux consolider et mieux affiner et faire sortir vraiment la proposition gouvernementale sur le SMIC. Voilà ce que je peux dire en la matière. Sinon, nous n'avons pas eu comme ça de grosses discussions autour du SMIC. Cette simulation situait le SMIC à quel hauteur? Bon, cette simulation situait le SMIC à 37 500 selon l'INSD et l'inflation qui était voilà, l'inflation de 2008 jusqu'à la période dont on parlait. Mais aujourd'hui, vous voyez bien le bond qu'a fait l'inflation. Donc tout cela est caduc. Et je pense que même si on part sur la base de ce qui est en train de se faire aujourd'hui comme inflation, on est loin, vraiment très loin de cette proposition. Il faut aller de là. Oui, il parle de 2008, c'est vrai, 2008 c'était l'année des grèves de la faim. Bien sûr. Donc c'était également une époque où c'était très dur et aujourd'hui les choses naturellement ont beaucoup bien évolué. C'est vrai que pour le moment on n'a pas des émeutes de la faim comme on le disait en son temps, en tout cas dans notre pays, mais c'est pas pour autant que les choses sont aussi simples. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que le SMIC. Il y a aussi la question du carburant. Si vous me permettez, vous demandez de revenir aux anciens prix. Bah, est-ce que là c'est réaliste? Non, c'est possible. Parce que c'est possible et ça peut se faire. Parce qu'il faut avoir un bouclier en ce qui concerne les hydrocarbures. Parce que quand les hydrocarbures arrivent à un certain montant, il y a un emballement à tous les niveaux. Et comme tout système non régulé s'emballe, et comme tout emballement est dangereux, parce que devient incontrôlable, il faut faire de telle sorte à réguler. Le carburant au Burkina ne doit pas dépasser un certain montant. Sinon, les choses vont s'emballer. Nous pensons que les anciens prix qui étaient là étaient quand même raisonnables. Et pour réguler les prix dans le sens que nous voulons, vous savez bien qu'il y a beaucoup de taxes sur les hydrocarbures. Vous avez la TPP, taxe sur les produits pétroliers, vous avez la douane, vous avez la TVA, vous avez ceci, vous avez cela. Et tout cela greffe sans compter justement les frais pris par la Sonabi et autres pour services rendus. Donc tout cela greffe le prix. Nous n'avons pas dit que ces taxes, il faut totalement les enlever parce que ça sert aussi à subventionner peut-être autre chose, le gaz et tout. Bien, mais il faut avoir à l'esprit que quand le prix des hydrocarbures atteint un certain montant, il faut jouer à ce niveau. En rendant peut-être la TPP fixe et non suivant des pourcentages, pour que le prix puisse redescendre. La TPP, voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la taxe patronale. Non, la taxe sur les produits pétroliers. Sur les produits pétroliers. Sur les pétroliers. Donc, on peut jouer un peu dessus, parce qu'en réalité, la taxe sur les produits pétroliers, c'est carrément le bénéfice que tire le gouvernement. Voilà. Parce qu'après avoir mis la douane, la TVA et autres, on met encore cette taxe. Donc, voilà ce que nous proposons. Nous ne disons pas de supprimer totalement les taxes, mais il faudrait les gérer de telle sorte à ce que les prix des hydrocarbures ne dépassent pas un certain montant au Burkina Faso. Alors, mais actuellement, un prix bouclier. La TPP est calculée comment? Bon, c'est un pourcentage qui est fixé par le gouvernement qui fluctue. Il n'est pas stable. Ça veut dire que s'il y a une augmentation des prix des hydrocarbures, comme c'est un pourcentage, ça aussi ça augmente. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tout cela, l'un dans l'autre, vous voyez, ça greffe sérieusement. Et comme nous l'avons dit, à un certain moment, ça entraîne des emballements de l'économie. C'est pas pour rien, l'inflation est partie jusqu'à 15-20%. Parce que, bon, vous dites bien que celui qui vend, je ne sais pas, ses poules et tout, s'il se lève, il met l'essence à tel montant pour aller au village, acheter sa volaille et venir le vendre, bon, bien sûr qu'il va tenter de récupérer le prix de l'essence sur cette volaille. Donc, ça ne fait qu'un effet d'emballement. Et là, on arrive effectivement à ces valeurs exponentielles en matière d'inflation. Donc, il faut avoir des prix boucliers. On se dit, nous ne dépenserons pas ce montant. Et si nous atteignons ce montant et nous voulons le dépasser, nous mettons en place des systèmes de régulation et cela permet d'être à ce niveau. Comme je l'ai dit,
tout emballement est dangereux. Tout système non régulé finit par s'emballer. Alors, les mêmes arguments avaient été plus ou moins développés par l'actuel ministre de la fonction publique. Je m'excuse de faire référence à lui parce qu'il est plusieurs fois passé ici sur les questions de vie chère et il a également fait les mêmes simulations d'ailleurs sur la TPP. Vous parlez à peu près le même langage. Donc, sur cette taxe-là, vous avez de la chance d'avoir un de vos anciens camarades aujourd'hui ministre. Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, vous en avez évoqué, vous en avez parlé? Non, nous n'en avons pas parlé. Nous n'en avons pas parlé parce que depuis que nous avons déposé notre plateforme minimale le 1er mai, bon, généralement, nous parlons de ces choses et lors de la rencontre gouvernement-syndicat. Mais la rencontre gouvernement-syndicat ne s'est pas tenue. Bon, et comme nous le disons, nous n'avons pas dit, et nous n'allons pas dire démagogiquement qu'il faut enlever toutes les taxes. Ça, nous n'allons pas le dire démagogiquement. Mais nous parlons quand même d'un prix bouclier qui permet à ce que l'économie ne s'emballe pas. Parce que nous savons aussi que les taxes qui sont prises sont investies ailleurs. Ça aussi, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Il y a le gaz qui est subventionné et autres. Et il y a pas mal de choses. Ça aussi, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Voilà, en tant que travailleur et en tant aussi que fils de ce pays, il faut avoir une certaine honnêteté et ne pas aller à des choses aussi qui vont compromettre dangereusement l'avenir du pays. Mais pour ce que nous proposons comme prix bouclier, cela permet effectivement d'éviter des taux d'inflation que nous connaissons actuellement. D'accord. Vous parlez d'ailleurs de subventions, les produits, les hydrocarbures sont subventionnés, le carburant, le gaz et tout. Il y a des pays qui sont d'ailleurs des pays côtiers. Là-bas, le carburant est plus cher que chez nous. Même nos voisins, c'est plus cher que chez nous parce que chez nous, c'est subventionné par l'État du Burkina. Sinon, on nous disait que lors de la dernière augmentation, le carburant devait être à plus de 1000 francs CFA le litre. Donc, c'est une subvention également qui coûte cher à l'État. Dans ces conditions, il y en a qui demandent d'ailleurs de supprimer la SONABI et de libéraliser le secteur. Est-ce que vous êtes du même avis? Bien, je ne sais pas si sur le plan économique, on peut dire que l'État subventionne le carburant. Ah oui, ben c'est ce qu'ils disent. Voilà, je ne sais pas en matière économique, parce que de ce côté, c'est eux aussi qui tirent les taxes et autres. C'est eux qui fixent tout cela. Donc, je me méfie de ce terme. Okay. Je me méfie beaucoup de ce terme. Vous pensez que ce que donne la subvention par la main droite est reprise par la main gauche à travers les taxes? Il y a un jeu qui fait que, bon, on s'est dit effectivement qu'on subventionne. Mais je ne suis pas très sûr que dans l'orthodoxie économique, il y a réellement subvention. Ah oui? Non, je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce que parce vous que j'ai fait partie de la cellule élargie de réflexion sur le secteur de l'énergie en son temps, qui réfléchissait justement sur les questions énergétiques au Burkina et la privatisation éventuelle de la Sonabel et de la Sonabi. Donc, à l'époque, ce débat a apparu et certains économistes ont fait la démonstration qu'en réalité, il n'y avait pas subvention. Ah oui? Oui, ça, je me rappelle très bien. Et revenant à votre question de privatisation de la Sonabi, ou bien même de supprimer ou de la supprimer, c'est pas un débat nouveau pour moi. Oui, comme je l'ai dit, j'ai appartenu à la cellule élargie de réflexion sur le secteur de l'énergie. À l'époque, nous avons été assistés par le cabinet F.A. Anderson pour faire les études là-dessus, et ces éventualités ont été posées comme étant la solution à diminuer le coût des hydrocarbures au Burkina Faso. Bon, mais aussi, il faut se dire que il y avait aussi une question de sécurisation de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et nous n'étions pas très sûrs qu'avec les options qui nous étaient proposées,
est-ce que nous allons toujours avoir cette sécurisation de l'approvisionnement de notre pays? Ce qui a amené un long débat, et le gouvernement à l'époque a décidé justement de ne pas beaucoup avancer sur les questions de privatisation ou de suppression de la Sonabi. Et voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, rapidement, on fait le point parce qu'on est ce matin à l'audience du tribunal de l'actualité avec Guy-Olivier Ouedraogo. Il est représentant de l'unité d'action syndicale et nous parlons justement de cette assemblée générale qui a posé un certain nombre de revendications pour le bien des populations, des travailleurs aussi. Dans vos revendications, il y a la question de l'UITS justement sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public que vous souhaitez qu'on supprime carrément. Sur cette question-là, qui est une ancienne revendication, si je ne m'abuse, sur cette revendication-là, quel est le fondement nouveau qui vous amène à mettre ça dans un groupe de votre nouvelle plateforme? Non, il n'y a pas de fondement nouveau. Il y a eu une entente qui s'est passée au niveau de l'UAS. Nous nous sommes écoutés entre nous, les arguments, parce que si vous le lisez, cette revendication a une suite. Il y a un « et ». Oui, il faut relayer l'abattement aux frais de chaque professionnel. Voilà, bien sûr. De 20 à 30% pour les catégories. Parce que nous parlons de mesures pour juguler la vie chère. Certaines personnes ont des indemnités très élevées parce que l'ensemble de leurs revenus, sur l'ensemble de leurs revenus, un bon pourcentage est constitué d'indemnités. Donc pour eux, la mesure d'une suppression de l'UITS sur les indemnités, pour eux, ça va amener une amélioration de leur pouvoir d'achat. Par contre, il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pratiquement pas d'indemnité. Cette suppression n'entraînera absolument rien pour eux. Aucune augmentation de quoi que ce soit de leur pouvoir d'achat. Donc ce débat existait depuis la nuit des temps et on ne se comprenait pas. Maintenant on s'est compris, il y a eu un attelage qui permet effectivement que ceux qui n'ont pas les indemnités puissent avoir un plus par le mécanisme de relèvement du taux d'abattement pour charges professionnelles. Et pour ceux qui sont les cadres supérieurs, comme c'est eux qui ont des indemnités qui sont élevées, nous avons demandé que l'abattement qui existait, qui était de 20%, passe à 30%. Et pour les travailleurs d'un niveau inférieur, qui était de 30%, nous avons demandé que ça passe à 70%. Pour permettre effectivement à ce que tous les travailleurs puissent avoir quelque chose. Sinon, ce qui était fait n'était pas en faveur de l'ensemble des travailleurs du Burkina, mais plus pour ceux qui avaient des indemnités. Alors que quand on regarde froidement, et j'ai fait un rapprochement au niveau des conventions collectives, y compris la vôtre, la convention collective de la presse et tout. Je sais que les indemnités que vous percevez aujourd'hui, avec ce que les niveaux d'exonération qui ont été pris concernant l'indemnité de logement, concernant l'indemnité de suggestion, concernant l'indemnité de transport, présentement vos indemnités ne subissent pratiquement pas l'UTS. Donc aujourd'hui, même si on dit qu'on enlève l'UTS sur les indemnités, vous n'aurez rien. Par contre, si on fait l'abattement, là c'est sûr et certain que vous aurez quelque chose. Voilà, parce qu'on prend le montant qu'on devait mettre l'UTS là-dessus et voilà, on fait un abattement avant de... Et quand nous avons fait les simulations, nous nous sommes rendus compte effectivement que pour les travailleurs moyens et autres, c'était une très bonne solution. Donc voilà le compromis auquel nous sommes arrivés et qui nous a amené effectivement à mettre cette doléance en tenant compte de toutes les couches des travailleurs, parce que ici nous parlons d'un problème de vie chère et d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Et en la matière, il ne faut oublier aucun travailleur. Juge Ouedraogo, sur l'UTS, rapidement, pour qu'on passe au troisième groupe. Est-ce que justement sur cette question du UTS, si on avait résolu les questions sur la mise à plat des salaires dont il a été question à un moment donné et à laquelle vous avez massivement participé, est-ce que toutes ces questions-là ne seraient pas résolues?
Je n'ai jamais participé à des travaux de mise à plat. J'ai travaillé sur une harmonisation des salaires des agents publics de l'État. Supposons que c'est ça. Bon, le terme. C'est une question de sémantique. On parle de mise à plat. Il n'y a rien qui a été mis à plat. Les conclusions ont été aussi simples que ça. Et on a trouvé des mécanismes pour amener ceux qui étaient en bas au niveau de ceux qui étaient en haut. Et sur un certain nombre d'années, on demandait à ceux qui sont en haut d'attendre pendant 5 ans quand même. Sinon, si eux continuaient à courir, les autres ne pourraient jamais les rattraper. Et puis, au-delà de ça, nous avons dit, bon, une fois que cela est fait, que tout le monde maintenant contribue à hauteur de ses revenus. Voilà, donc il n'y avait aucun problème en la matière, parce que justement ce sont ces distorsions-là qui font que le problème de l'UTS était un peu complexe. Supposez que toi et moi, nous ayons le même revenu, 100 000. Toi, tu as 20 000 francs de salaire de base et 80 000 francs d'indemnité. Moi, j'ai tout à fait le contraire. J'ai 80 000 dans ma base et j'ai 20 000 francs d'indemnité. Bon, si on dit on supprime, toi tu paieras maintenant ton UTS sur 20 000 francs. Et moi je paierai mon UTS sur 80 000 francs. Alors que le revenu, nous avons tous 100 000 francs. On fait quoi? Et là, donc à l'arrivée, les revenus ne sont plus les mêmes. Voilà, ne sont plus les mêmes. Il y a une injustice. Bon, et moi je suis patron d'entreprise. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre 50 000 francs et pour, voilà, mon salaire, le même que mon gardien, et je me mets 1 million d'indemnités. On dit que c'est sur le salaire. Je paie le même UTS que mon gardien et je suis là assis. Vous pouvez me l'empêcher? Donc il faut corriger tout cela. Donc voilà pourquoi nous disons il faut regarder, voilà, et nous avons eu l'intelligence de regarder tout le monde. Présentement, c'est une revendication qui prend en compte tout le monde. Voilà. Alors, le temps passe et on va passer rapidement à votre dernier groupe de revendications, ou plutôt préoccupations qui concernent la situation sécuritaire nationale. Vous souhaitez impliquer les populations à la lutte contre le terrorisme par leur dotation en moyens de défense et leur formation, assurer la prise en charge effective des ayants droit des FDS et VDP victimes du terrorisme, etc. Alors, ce que vous appelez, c'est d'armer les populations, Monsieur Ouedraogo? Oui, mais pourquoi pas, en prenant certaines précautions? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En s'inspirant aussi d'autres populations qui nous ont dévancés et qui se sont bien défendus. Alors, dans ce sens. Juge Bougma, l'UAS souhaite qu'on arme les populations pour la défense de la patrie et pour lutter contre le terrorisme. Non, c'est une voie de plus vers ceux qui sont d'accord pour ça, parce que ce n'est pas l'UAS seul qui est d'accord, ils sont très nombreux. Bien voilà, sûr. c'est leader d'opinion. C'est l'une des voies qui prône cette solution-là. Exactement. Maintenant, c'est toujours les mêmes appréhensions. Hein. Les craintes, est-ce que si on arme, ça va marcher? Qu'est-ce qu'on démobilise? Comment est-ce qu'on démobilise après? Parce que l'arme confère à un homme toute une puissance, tout un pouvoir. Que vous l'enlevez après, il ne se retrouve sans rien. C'est la gestion d'après. Je pense que c'est beaucoup plus les grosses inquiétudes. Même ceux qui ont armé les populations sont passés par ces doutes-là. Donc, il y a... Alors, quelle est votre vision de cette solution? Non, il y a plusieurs approches. Il faut s'inspirer d'approches qui ont déjà existé. Et comment cela s'est fait, et pouvoir avoir la meilleure approche concernant le Burkina Faso. Un pays qui a été pionnier en la matière, c'est bien Israël. À l'époque, les coopératives qu'on appelait les kibbutz avaient une organisation aussi pour se défendre, parce qu'ils étaient dans un environnement extrêmement hostile. Chacun sait pratiquement les 2 ou 3 guerres qu'ils ont eues avec leurs voisins, et ça permettait une mobilisation générale en un rien de temps pour ce petit pays, pour se battre pratiquement contre 4 à 5 pays à la fois.
et sortir victorieux. Donc, ce sont des approches qui peuvent se faire, c'est-à-dire que si on considère que certaines de nos villages et autres sont des coopératives de production et autres bien organisées, bien structurées, il y va de soi que cet armement aussi se fera en tenant compte de ce niveau d'organisation et de structuration qui permettra effectivement aussi à la fin de pouvoir récupérer les armes et autres. Voilà, donc c'est des réflexions qu'il faut mener parce qu'aujourd'hui le problème c'est la mobilité des terroristes qui sont là tout de suite, quelques minutes après qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Nos forces de défense et de sécurité ont beau courir, la plupart du temps, leur mobilité pose problème. Leur mobilité pose problème. 2 motos avec 2 personnes dessus, chacun, ça fait 4 personnes avec des calaches. Ils arrivent dans un village, bon, ils sèment la panique et voilà, tout le village est parti. Ce sont des PDI en plus. Donc voilà un peu comment la réflexion s'est faite et tout. Mais il faut se dire que c'est quelque chose qui reste à affiner, à regarder comment d'autres peuples avant nous l'ont fait et pouvoir choisir ce qui convient au mieux au Burkina. Sinon on ne pourra pas à ce rythme-là mettre un soldat partout derrière chaque Burkinabé. C'est ça aussi le problème. Que faire? Que faire rapidement, juge Ouedraogo, vous avez peut-être un mot là-dessus? Oui, on a vu aussi du côté de l'Algérie que cela a été expérimenté et a donné des résultats probants. Sous la révolution démocratique et populaire, le président Sankara disait qu'il n'est pas question pour le peuple de donner sa sécurité seulement à des hommes qui ont été formés et qu'il fallait que les populations d'une manière ou d'une autre s'arment et s'organisent pour défendre un jour la révolution et le pays si un jour un ennemi venait à nous attaquer. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Des ennemis nous attaquent, même si il y a des ennemis intérieurs, et je pense que en nous organisant mieux, en donnant les moyens de défense à la population, on peut facilement résoudre ce problème-là que de le laisser seulement entre les mains des forces de défense et de sécurité. Alors vous avez la parole, juge Ouedraogo. Oui, rapidement. Non, je voudrais ajouter que Clémenceau le disait, hein, la guerre est une chose très sérieuse pour la laisser aux seules mains des militaires. Donc, fin de citation. Fin de citation, la guerre est une chose sérieuse pour la laisser aux seules mains des militaires. Nous allons conclure cette audience du tribunal de l'actualité, mais avant, puisque vous aviez la parole, juge Ouedraogo, vous pourrez peut-être rapidement nous tirer votre minute de cette audience. Oui, je retiens en tout cas que notre invité a une parfaite maîtrise de ces dossiers. Et il sait de quoi il parle et c'est toujours plaisant de discuter avec ce type d'invité qui nous donne le maximum d'informations. Maintenant, on attend les jours et semaines à venir justement quels sont les moyens d'action qui seront mis en œuvre pour que effectivement les revendications qui sont posées sur la table puissent trouver une solution auprès donc de qui de droit. Juge Boukba. Alors, effectivement, on a face de nous un invité qui connaît bien la réalité des travailleurs, qui a aussi un ministre aujourd'hui qui connaît aussi ces mêmes réalités des travailleurs. Donc je me dis qu'à la prochaine rencontre gouvernement syndical, les choses devraient aller beaucoup plus facilement. Et il y a des éléments qui relèvent de l'Assemblée nationale, comme par exemple la question de l'UITS, parce que ça a été voté au niveau de l'Assemblée. La session budgétaire s'annonce à grands pas. Ben, on attendra de voir, parce que même quand M. Bazier est passé ici, c'était de dire, bon, quand c'est une loi qu'il a consacrée, pour l'enlever, il faut repartir dans la même Assemblée nationale. Donc on attendra de voir avec, comme on appelle ça, la nouvelle loi des finances qui va venir à partir de cette session budgétaire, pour voir ce que ça va donner. Point final donc pour cette audience. Merci à tous les deux ainsi qu'aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Césaire Kafando à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio. Merci à vous, Guy-Olivier Ouedraogo, d'être passé, d'avoir honoré notre convocation. N'oubliez pas, nous sommes tous des porteurs de points de vue, d'une part de vérité au service de la vérité. Demain, c'est un autre jour et Dieu voulant, nous serons à nouveau sur ce plateau, sur les médias leaders Tri TV et Watt FM, avec un maillet toujours aussi rigoureux et sans aucune complaisance.